Hello les amis, c'est Cinéboy. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des séries de l'année 2025. Alors je vous préviens d'office, je consomme bien plus de films que de séries chaque année. Donc évidemment que dans mon top 10 il y aura 2-3 programmes que je considère pas comme flamboyants. J'en ai vu quand même 22 je crois différents en 2025. Mais là on va s'axer sur les 10 meilleurs de cette année. Par évidence c'est purement personnel. J'ai pas encore vu Severance, ni Paradise, ni Slow Horses, Andor, Task ou The Pit. Donc en matière de série, on a bien moins mangé, je trouve, que l'année précédente où on avait plusieurs programmes chef-d'œuvresques comme Shogun, Masters of the Air, The Day of the Jackal ou même The Penguin. Mais avant de débuter, place au générique. En 10ème place, Astérix et Obélix, le combat des chefs. On commence avec Alain Chabat sur Netflix. Les amis, c'était de la gaulerie pure. Visuellement, on est sur une animation 3D étincelante et énergique comme celle qu'on a eu notamment avec le Spider-Verse tout simplement. Le casting vocal est triomphal, Chabat en Astérix et Gilles Lelouch qui nous offre un Obélix bien plus crédible je trouve que dans l'Empire du Milieu. J'ai adoré les gags absurdes, les jeux de mots avec les célébrités comme Omar et Fraise ou les références au 49.3 par exemple. Et cette entrée d'Obélix sur le ring avec Turn Down for What de DJ Snake, un kiff explosif. C'était un bel hommage en vrai, assez fidèle à Goscinny et Uderzo. En revanche, voilà, ça m'a pas spécialement marqué. Les BD d'Astérix, c'est toute mon enfance, je les ai toutes adorées, même s'il faut que je lise le dernier, je crois c'est Astérix en Lusitanie. Finalement, cette série n'est pas forcément mémorable quand on y repense, mais voilà, je l'ai très vite oubliée et c'est pour ça qu'elle se place ici. Enchaînons avec la saison 2 de Mercredi, seconde saison qui finira par évidence dans certains flops, et je dois vous l'avouer, c'est mon dada, mon plaisir coupable. Même si certains trouvent ça mainstream, cette saison 2 confirme tout le potentiel gothique de la série et j'ai trouvé ça très bon. Le travail visuel sur le gala ou la forêt par exemple est somptueux. Jenna Ortega s'en sort très bien entre sarcasme et vulnérabilité et je pense qu'elle est l'actrice clairement idéale pour le rôle. J'ai adoré l'arc du body swap aussi entre, avec Enid et justement la légende du Skull Tree. Bon évidemment il y a des problèmes, toute une promo autour de Lady Gaga pour qu'elle n'apparaisse même pas 3 minutes. C'était un peu du foutage de gueule. Certes, les CGI des Hyde sont parfois limites, mais le twist final est superbe et l'arrivée de Steve Buscemi en proviseur Barry Dort apporte un vrai vent de fraîcheur, je trouve. Par conséquent, oui, c'est critiquable. Certaines sous-intrigues sont assez bancales, tout ne fonctionne pas, mais j'ai passé un très bon moment. A la 8ème position, j'ai mis Daredevil Born Again, ma plus grosse attente de l'année en matière de série. Alors oui, ce n'est pas au niveau de la saison 3 de Netflix, mais dans le MCU, pour moi, ça reste déjà vraiment une sacrée tuerie, déjà évoquée pleinement en vidéo, mais ça reste un super plaisir que de retrouver Matt Murdock, Foggy et Karen. Et oui, disons la vérité, le premier épisode nous brise, j'ai lâché ma petite larme pour vous dire. Mais je suis content de retrouver le personnage en question dans sa saison 2, sûrement en flashback pour le coup. Charlie Cox est toujours le GOAT et Wilson Fisk en maire de New York, c'est monstrueux, je m'en lasserai jamais je pense. Faites plusieurs saisons avec lui et c'est trop bien, clairement. J'ai adoré revoir Matt en action, même sans son costume, hein, clairement, lors du braquage avec Yusuf Khan, ça restait quand même très très cool. Et que dire du final, revoir le Punisher en mode ultra violence, castelesque, avec des têtes broyées par Fisk à main nue, c'est dark, c'est assumé, c'est sanglant. J'entends qu'il y a un tas de défauts, et oui, je suis d'accord, le début est génial, la fin l'est tout autant. C'est vrai qu'au milieu, c'est pas extraordinaire, il y a peut-être un petit ventre mou, j'avoue, mais quel pied de retrouver cet univers quand même. Donc oui, dans la critique qui était sortie en avril, j'étais très positif, j'étais dans la hype à fond, je prenais juste du plaisir sans m'attarder sur les failles, mais cette première saison reste grandement divertissante et c'était le rendez-vous de chaque mercredi. On garde quand même de très très grosses attentes pour la saison 2 qui s'annonce encore plus folle. Septièmement, Mobland du très bon Guy Ritchie pur jus, une série mafieuse très cool vue en VO sous-titré français avant qu'elle sorte en France car elle est sortie plus tôt je crois dans les autres pays et c'était beaucoup trop bien. J'ai adoré la tension entre les deux familles, surtout quand Maeve, donc le personnage joué je crois par Helen Mirren, montre qu'elle est impitoyable avec cette explosion de voiture, c'était génial. Dans ce programme, les protagonistes sont complètement dingues, vous allez voir, ils sont complètement fous, vous n'êtes pas prêts. Brutal, fort, plaisant, un retour électrisant du bon vieux Guy Ritchie qui enchaîne chaque année environ 2 projets. Cette année, il nous a servi le désastreux Fountain of Youth et j'ai du mal à cerner comment il fait pour nous sortir une bonne série d'un autre côté, un film calamiteux. Mention spéciale à Pierce Brosnan et Helen Mirren, leur alchimie est géniale et puis Tom Hardy est à son prime ici. Et ce final en prison avec Sympathy for the Devil des Rolling Stones, quelle classe. En résumé, une série de gangsters qui prend son temps mais qui cogne très très fort. Et j'allais oublier, mais le générique
l'un des meilleurs all-time, je vous jure. Les génériques de ces dernières années d'ailleurs claquent la plupart du temps et ce ne serait pas déconnant en vrai de faire une petite vidéo spéciale sur ça, mais celui-là c'était Spotify direct. À la 6ème place, votre fidèle serviteur Spider-Man. Bien qu'on adore le héros, je ne connais personne qui n'était vraiment impatient à l'idée de découvrir cette série d'animation. Et bah maintenant, on est au contraire pressé de voir la suite. Une masterclass tout simplement de Marvel qui lave l'origine story de Tom Holland, même si n'abusons pas, le Spidey de Tom Holland est néanmoins meilleur je trouve. Après c'est mon avis, mais bon là. J'ai kiffé l'ambiance Spider-Manesque, les combats aussi contre le Scorpion je crois, c'était vraiment incroyable. Mais le sommet, c'est l'apparition de Daredevil avec le thème musical de chez Netflix qui s'installe en plein combat, c'était juste magique. J'en attendais rien, mais voir la transformation de Tombstone et le reveal du costume officiel, c'était mortel. Bref, une grosse surprise que ce programme de Marvel Animation. Cinquièmement, Smoke, je crois qu'un short dessus est déjà sorti, mais waouh, Apple TV nous a pondu une pépite tout simplement. Taron Egerton en Dave Goodson et Impérial, il mérite un Emmy clairement là, c'est fou. Le twist de l'épisode 2 régale comme rarement, vraiment, il est génial. Quelle claque psychologique vraiment cette série, je m'en rappelle tellement, elle est incroyable. J'ai adoré l'alchimie avec Johnny Smollett et cette photo froide du Nord-Ouest Pacifique, c'était génial. Il y a tellement de scènes où la tension est bien gérée, je pense à celle du karaoké en voiture qui finit en accident total, c'était scotchant. C'est un polar d'auteur sombre avec un Freddy Fasano joué par Ntar Mwine, alors c'est assez dur à dire comme prénom, absolument déconcertant mais exceptionnel. Une série glaçante, paradoxale, où on veut que le coupable réussisse tout en voulant qu'il crève. Juste magistral, et c'est un peu le même cas je trouve que The of the Jackal, c'est à dire qu'on suit alors c'est pas vraiment, c'est un peu un spoil j'avoue, mais le coupable c'est attention au spoiler, c'est le personnage principal et en fait c'est incroyable de suivre ce personnage là. Tu te dis ok, j'ai envie d'un côté qu'il réussisse et d'un autre côté t'as envie que voilà ce soit légal, t'as envie qu'il se fasse arrêter quand même. Incroyable, la tension elle est juste dingue tout au cours de la saison, c'est juste fou. Et j'ai hâte d'ailleurs d'avoir une saison 2 si jamais ça arrive. On arrive à la 4ème position avec un véritable banger. Oui, certains ont préféré la première saison, mais plus j'y réfléchis, j'adhère encore plus à cette seconde qui est, comme la précédente, excellente de mon point de vue. James Gunn a réussi à faire mieux, que ce soit avec le développement émotionnel de Chris Smith, confronté à son double du multivers et au meurtre involontaire de cette version plus heureuse, c'était juste bouleversant. C'est fun, c'est gore. Le meurtre au crayon façon John Wick aussi, on s'en rappelle de cette scène qui était incroyable. Et petit spoiler, mais la révélation de la Terre X était une claque. Et ce générique, je l'écoute en boucle. La musique est exceptionnelle, c'est Oh Lord, je crois, des Foxy Shazam. John Cena prouve qu'il est excellent. C'est un excellent acteur tout simplement. Excellent acteur dramatique surtout. Et ce qui est amusant, c'est qu'on l'a retrouvé aussi cette année dans Pluribus. On en reparle tout à l'heure. Même si James Gunn a un peu trop survendu les caméos et la fin justement sur le cliffhanger de la prison Salvation me rend déjà très impatient pour la suite, en tout cas si elle arrive, car j'ai souvenir que James Gunn n'a pas encore envisagé une 3ème saison et ça fait mal au cœur vraiment, vu la qualité, les personnages si attachants, le générique, tout me plaît dans cette saison 2 de Peacemaker et d'ailleurs dans la première saison aussi, tout me plaisait en réalité. Médaille de bronze pour le muscle à la 3ème place, Reacher saison 3, Alan Ritchson est clairement né pour être Jack Reacher. Cette saison 3 adaptée de Persuader est d'une efficacité redoutable. J'adore quand il tord des jambes sans pression, mais c'est génial et inlassable, vraiment c'est génial. L'affrontement contre Polly, le géant qu'il dépasse d'une tête, c'était exceptionnel. Même si Suzanne Duffy m'a parfois agacé pour son côté un peu aigri, je trouvais que son tandem avec Reacher marchait totalement. L'alchimie entre Zachary Beck et son fils était touchante aussi. Bref, c'est la série la plus kiffante que j'ai vue à ce jour. J'en ai parlé en long et en large dans une critique des 3 saisons full spoilers, mais franchement, c'est brut, violent, hyper divertissant et les épisodes se regardent si facilement. Juste un banger. On entre dans le top 2 avec la Gigabaf The Studio. J'ai été conquis dès l'épisode 1 avec la visite de Martin Scorsese d'ailleurs. En plus c'est un grand réal, c'est une bête d'acteur et ça faut pas qu'on l'oublie. C'est une satire brillante d'Hollywood filmée avec des plans séquences d'une fluidité mais incroyable, vraiment c'est hyper bien filmé. L'épisode aussi du CinemaCon avec tout le monde sous champignons ou celui du braquage racial avec Ice Cube, ça atteint vraiment des sommets de l'humour absurde. J'avais jamais autant apprécié un tel humour. C'est hilarant et à la fois passionnant de plonger dans les coulisses du milieu, dans cette industrie-là qui nous passionne clairement. Seth Rogen est monstrueux et l'ayant retrouvé ensuite dans la géniale comédie Good Fortune,
il est d'un réjouissant. C'est fin, c'est drôle, le moment aussi avec Ron Howard, c'est génial. Et les caméos de Zack Snyder ou Aaron Sorkin apportent vachement de réalisme. C'est clairement une œuvre incontournable qui dépasse toutes mes attentes. Mais la série de l'année, le grand chef-d'œuvre de 2025 en termes de série, c'est Pluribus, et de loin une œuvre qui démontre une nouvelle fois la maestria de Vince Gilligan. Rhys Horn, qui interprète Carol Storka, mérite un Emmy sans discussion. Voilà, je dirais que Taron Egerton, Seth Rogen et Rhys Horn sont les stars qui méritent des prix en termes d'Emmy Awards cette année. Cette histoire d'apocalypse psychique où l'humanité devient un esprit collectif est d'une originalité folle, et voir cette romancière aigrie de nature survivre à ça et à autant aimer, c'est pas dans mon bingo. Vraiment, c'est juste génial quoi. Je pensais pas qu'un synopsis aussi mystérieux pouvait autant me faire kiffer. Entre l'horreur pure, que ce soit avec le recyclage humain, avec donc le caméo de John Cena qui s'amuse comme jamais, et la réflexion métaphysique, c'est un sans faute. La photographie aussi d'Albuquerque et la série de manière générale est magique. C'est une sorte de méditation un peu sur la liberté qui m'a mis une gifle monumentale. Il y a des idées de mise en scène sur tous les plans, c'est inventif de bout en bout, les épisodes s'avalent, et dire qu'on va devoir attendre 2027 pour voir la suite, je ne vais pas dire que c'est affligeant, il faut qu'ils prennent leur temps, mais ça va être très dur. Voilà les amis, c'était mon top 10 des séries de 2025. Mettez-moi votre classement en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis, et à bientôt pour de prochaines vidéos.